Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler du Made in USA et pourquoi ce Made in USA est en train de ruiner l'Europe. Donc, nous allons parler tout simplement déjà du rappel du contexte économique que nous sommes en train de vivre au sein de l'Union européenne, que ce soit au niveau des entreprises, des gouvernements, des banques centrales. Nous allons parler également de l'OTAN. Quelle est la place de l'OTAN, quelle est la place des États-Unis au sein de l'organisation et au sein, j'ai envie de dire, du train de sanctions que nous sommes en train de prendre contre la Russie, pour voir quel est l'impact et quelle est l'influence des États-Unis sur, en fait, l'Union européenne, que ce soit au niveau politique ou au niveau commercial. Nous allons également parler vraiment du focus de qu'est-ce que c'est le Made in USA, annoncé par Joe Biden en 2022 et quels impacts il a sur l'Union européenne, tout simplement. Voilà, et puis nous finirons enfin la vidéo sur la domination des États-Unis sur le bloc occidental. Rien de moins que ça. Bon, avant ça, parce qu'en fait, quand je parle du Made in USA, c'est effectivement l'aspect commercial, mais surtout l'aspect politique. On va voir tout ça. Et donc déjà, pour rappeler le contexte aujourd'hui dans lequel on est, bon, que tout le monde connaît, mais moi je vais aller un petit peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui on est dans une crise énergétique, on le sait très bien, économique au sein de l'Union européenne, mais c'est surtout les entreprises qui prennent cher actuellement en Europe. Et donc en fait, on voit déjà les chiffres d'affaires de ces entreprises qui étaient déjà perturbés, il faut le rappeler, avec la crise du Covid, donc avant la guerre Russie-Ukraine, déjà avec l'inflation des matières premières, donc déjà à l'époque, et en plus avec les confinements, on a déjà des entreprises qui étaient quand même assez perturbées et je dis bien même complètement catastrophées au bord de la banqueroute à l'époque, mais elles étaient perfusées à l'époque par le gouvernement, c'est comme ça qu'elles ont tenu. Mais aujourd'hui, dans ce contexte-là, on sort un peu de la crise Covid, enfin encore je ne sais pas trop, parce que là ils sont en train de remettre à télé le battage médiatique sur le Covid, donc on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on va dire que 2022, c'était assez correct, assez propre au niveau du Covid. On n'a pas trop entendu parler du Covid, mais c'était la guerre Russie-Ukraine. Voilà. Et donc, une fois, en plus de l'inflation des matières premières, les entreprises en plus aujourd'hui sont confrontées à la crise énergétique, c'est-à-dire de gaz, qui est, je dirais, 10 fois pire que la crise du Covid, au niveau de l'inflation des matières premières, parce que la guerre Russie-Ukraine, elle impacte donc l'électricité. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des factures d'électricité qui sont multipliées par 5, par 10, parce que je rappelle que le gouvernement, là, ne fait pas de bouclier tarifaire pour les entreprises, car elles sont considérées comme une activité professionnelle, simplement. Et donc, dans ce contexte-là, on a vraiment des entreprises qui, en 2023, je pense, ça va être une véritable hécatombe. Je ne serais pas étonné qu'on ait 10-20% d'entreprises françaises qui, si elles ne sont pas aidées par le gouvernement, fassent faillite en 2023, tout simplement. Et si on a ces entreprises-là, et encore là, je suis généreux, hein, quand je dis 10-20%, c'est le meilleur des cas, en fait. Mais quand on voit que les boulangers, que les entreprises qui sont tributaires nécessairement d'appareils électriques, comme des frigos, des chambres froides, même dans les restaurants, enfin, bien, toutes ces entreprises-là, finalement, vont mettre tous leurs bénéfices dans les factures d'électricité. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, elles vont travailler à perte. Et c'est pour ça que 2023 va être terrible à ce niveau-là. Et si on a entre 10-20%, je suis gentil, hein, des entreprises en France, au sein de l'Union européenne, qui font faillite, c'est clairement le PIB de la France, de l'Europe, qui va reculer de façon drastique. Parce que le PIB, je vous rappelle, c'est la production de richesse globale d'un pays. euh, et dans cette richesse, c'est la majorité vient des entreprises, de la production des entreprises. Voilà. Et donc, si on fait reculer le nombre d'entreprises, on fait forcément reculer le PIB. Or, c'est ce qu'on appelle une récession. Parce que si un PIB dans une zone concernée recule de 2 trimestres consécutifs, alors ça veut dire que, il y a un recul global de l'économie pendant 2 trimestres et c'est la définition même d'une récession. Or,
Par exemple, là, j'avais trouvé un article de BlackRock. Et dans cet article, comme vous pouvez le voir de la nouvelle tribune.info, BlackRock annonce une récession comme nous n'avons jamais eu. C'est-à-dire que des récessions, on en a déjà eu par le passé et même de nombreuses. Sauf que c'est par les mécanismes des banques centrales, par exemple, qui luttaient contre l'inflation. Donc les mécanismes sur lesquels jouaient les banques centrales, c'était les taux directeurs. Et c'est pour ça que cette année, en 2022, on a eu de gros battage médiatique sur la hausse des taux directeurs des banques centrales, parce que justement, c'est en augmentant ces taux d'emprunt après qui agissent sur les banques particuliers, euh, et bien que les banques centrales comptent en fait faire reculer l'économie et surtout reculer la consommation, puisque s'il y a moins d'emprunts disponibles à des taux plus attractifs, les gens vont prendre moins d'emprunts à leur banque et donc vont avoir moins de capitaux pour ensuite investir ces capitaux dans les marchés financiers, dans la consommation de tous les jours, dans les supermarchés, etc. Et donc il y aura moins de pression d'achat sur les produits. Et qui dit moins de pression d'achat dit une baisse des prix par la loi de l'offre et du marché. Simplement. Donc c'est comme ça que les banques centrales, en fait, ont toujours dans l'histoire, plus ou moins, réussi à juguler l'inflation. Et donc, en jugulant l'inflation, elles ont résorbé les crises économiques. Voilà. Sauf que là, on parle bien, effectivement, et BlackRock le dit bien à travers cet article de la Nouvelle Tribune, c'est que là, on a quelque chose de jamais vu, parce qu'on voit bien que malgré le fait que les banques centrales dans le monde aient augmenté leur taux directeur en 2022 de plusieurs fois, en plus, il y a des taux records à chaque fois, c'est-à-dire du jamais vu dans l'histoire économique de l'humanité, eh bien, malgré cela, on voit que l'inflation se stabilise au mieux. C'est-à-dire aux États-Unis, eux, ils arrivent à stabiliser pour l'instant à peu près l'inflation. Mais c'est le meilleur des cas. Et en Europe, on n'y arrive même pas. C'est-à-dire qu'on a beau augmenter les taux directeurs, l'inflation continue de monter. Et ça, c'est parce que, comme je vous disais dans d'autres vidéos, c'est que cette fois, à différent des précédentes crises, comme celle de 2008 par exemple, là, on a la crise énergétique. Et c'est du jamais vu en Europe. C'est du jamais vu dans le monde également vis-à-vis d'une civilisation occidentale moderne. Et donc, on a une grande déstabilisation du marché mondial qui est en train d'avoir lieu, qui est peut-être même plus grave, j'ai envie de vous dire, que la crise de la guerre Russie-Ukraine. Parce que la guerre Russie-Ukraine, ça se soldera un jour ou l'autre, matériellement, par les négociations, alors peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais bon, ils se tapent dessus. Mais il y a un moment où il y aura forcément un camp qui va gagner, et puis comme dans toutes les autres guerres de l'humanité, ben, dans 100 ans, on ne sera plus parler. Enfin, c'est triste ce que je dis, mais c'est la vérité, enfin, c'est la réalité. Par contre, une crise énergétique mondiale sur une civilisation moderne dont le socle, c'est l'énergie, ça, on n'avait encore jamais entendu parler dans l'humanité. Et c'est pour ça que là, on a une récession, comme l'annonce BlackRock, qui pour moi aussi, ça va être du jamais vu, parce que c'est des situations qu'on n'a jamais rencontrées encore. Voilà. Et donc, cette crise énergétique impacte énormément les entreprises, donc l'économie d'un pays. Et je rappelle, là, pour continuer dans ce sens-là, qu'on est dans des situations aujourd'hui au niveau occidental, dans des pays qui n'ont jamais été autant endettés au monde. Donc ça veut dire que si en plus on a une récession grave euh, en 2023, eh bien cette récession va peser à la fois sur les monnaies fiat qui sont au sein de la zone concernée en récession, notamment eh bien, en Europe ce sera l'euro qui sera concerné, et comme on peut le voir, l'euro a déjà subi une chute de 20% par rapport au dollar en 2022, mais tout simplement parce que quand on a une déstabilisation géopolitique dans un endroit et économique, eh bien, il y a également une perte de la confiance forcément des investisseurs déjà même localisés dans la zone et les investisseurs étrangers dans la zone concernée qui vont avoir moins tendance à investir dans cette zone parce qu'elle est déstabilisée, simplement. Et donc, si on fait moins confiance à cette monnaie-là, eh bien, elle perd en valeur, tout simplement. Donc là, il y a aussi un gros risque à ce niveau-là, qui est difficile à appréhender, à anticiper, mais qui est possible en termes de prévision négative, j'ai envie de vous dire, pour 2023. Voilà, donc c'est pour ça que BlackRock eux aussi ont injecté leur petit grain de sel de prévision, voilà. Et donc,
pour ça qu'on est dans un contexte où il faudra également rappeler que si on en est là, crise énergétique, comme vous pouvez le voir, ça peut être quand même assez conséquent, hein, les conséquences assez graves même, je dirais en 2023, eh bien c'est parce que nos dirigeants européens occidentaux, en fait, ont vraiment tout fait pour mettre les sanctions contre la Russie, qui en retour a coupé les vivres énergétiques. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé, moi, genre, au sein de l'Union Européenne, personne n'est gagnant. C'est évident. Tout le monde est même dans la merde, donc pour dire ce qui est, au niveau énergétique. Et donc dans la merde tout court à cause de ça. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à l'OTAN, et parce que derrière les sanctions prises contre la Russie, c'est ok, au niveau politique, ce sont les dirigeants européens, ce sont les dirigeants occidentaux dans les États-Unis, mais sur le plan matériel militaire, c'est l'OTAN en fait qui chaperonne le tout. Or, l'OTAN, donc là je suis sur un article du Sénat, hein, donc source, bon voilà, hein, Sénat, un site au service des citoyens, il n'y a pas mieux, hein. Eh bien, dans ce site fait par les enfin, un article fait par les sénateurs, normalement, eh bien, les acteurs, ils disent très bien, les États-Unis demeurent l'acteur dominant au sein de l'alliance de l'OTAN. Le devenir de celle-ci dépend pour une large part des orientations qu'ils voudront ou pourront lui imprimer. En gros, ils ont tout dit. L'OTAN est dirigée par les États-Unis. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat. Bon, voilà. Et donc, si les États-Unis dirigent l'OTAN, c'est en fait eux qui dirigent quelque part le train de sanctions, que ce soit au niveau matériel, militaire, tout ce que vous voulez, financier, vis-à-vis de la guerre Russie-Ukraine. Voilà. Je vais aller plus loin. Là, je suis sur, sur un site de Kiel World of Economics. C'est Institute of the World Economy. Eh bien, c'est un site qui retranscrit toutes les données liées à la guerre Russie-Ukraine. Et notamment, ils ont recueilli les données liées au niveau des dons, des aides financières et matérielles vis-à-vis de chaque pays au sein de l'Occident, au sein du monde, vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, on voit sans surprise que ceux qui ont offert le plus d'argent, de moyens matériels, militaires, etc., ce sont les États-Unis. C'est même pas l'Union européenne, hein. C'est même pas les institutions européennes, c'est les États-Unis. Avec 47 milliards de dollars. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, quand on voit ce contexte, donc je reviens à mon article, eh bien, on peut quand même se poser des questions. C'est-à-dire, pourquoi les États-Unis, quels intérêts ils ont les États-Unis à aller balancer autant de moyens politiques, économiques, même d'influence sur l'Union européenne pour défoncer, pour aider l'Ukraine à résister autant à la Russie, alors qu'il y a un moment, au début, on était prêt à faire des négociations. J'ai un peu envie de vous dire comme ça s'est passé en Géorgie en 2014, et un peu avant, une nouvelle guerre aussi qu'avait fait la Russie. Voilà. Donc là, on peut dire pourquoi, là, en 2022, on a autant de moyens qui sont mis en place, qui ont que les dirigeants sont prêts à même à mettre leur peuple dans le blackout, enfin, c'est rien de moins que ça, pour aider un pays qui ne fait ni partie de l'OTAN, je rappelle, ni partie de l'Union européenne. Voilà. Ils font à peine partie du bloc occidental, l'Ukraine. C'est pour ça que, enfin, on peut quand même poser des questions. Et donc, là, j'en reviens à l'actualité politique, je dirais, actuelle, avec la récente visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, très récente. Et là, donc, je suis tombé sur le tweet de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui, elle, eh bien, je vous passe le tweet, voilà, avec le son. And with all of you. As we move forward, the relationship between the United States and France will be guided by our shared history and our shared vision for the future. A future where we seize the opportunities of space to meet the challenges here on Earth. A future where we tackle the climate crisis and protect the people of our planet. And a future where we reduce global inequality. Let us all remember the words of Lafayette. The fates of America and France are intertwined with each other and with all of humanity. Cheers. Cheers. Voilà, eh ben, si c'est pas beau ce discours, si ça n'avait été pas que du pipeau,
parce que, effectivement, l'histoire de l'Amérique et de la France, si je reprends ses propos à Kamala Harris, euh, dans le futur, sont étroitement liés, entre guillemets, hein. Donc, que voilà, du vent, du blabla, parce que derrière, en fait, malgré ces apparences merveilleuses, idylliques, de relations vraiment incroyables, eh bien, Macron a quand même noté une chose, donc pour un coup, il aurait pu se réveiller un peu plus tôt quand même. Je retrouve, voilà, depuis Washington, Emmanuel Macron fustige les subventions américaines super agressives à l'égard des entreprises françaises. Donc ça, c'est un article de Le Monde. Donc j'en reviens à l'article. Là, en le même temps qu'il se faisait une petite coupe de champagne à 3000 $, on imagine la bouteille, eh bien, en parallèle, on a ce qu'on appelle le Made in USA, je vais y arriver, qui lui est en train en fait de planter un gros coup de poignard dans la compétence, la concurrence des entreprises européennes, la compétitivité. Voilà. Donc, le futur de l'Amérique et de la France sont intertwined, c'est-à-dire étroitement liés, hein, mais pas pour le partenariat économique, puisque c'est plutôt unilatéral, si on a bien compris, et ça, c'est clair. Hein. Et donc, là, maintenant, je parlais vraiment du Made in USA, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, déjà, je vous montre, on va rigoler un peu, le tweet de The Hill, c'est un média sur la politique américaine, qui a retranscrit un petit extrait de Joe Biden. American manufacturing is back, folks. American manufacturing is back. Ouais, donc en fait, si je traduis, ça veut dire que les industries américaines sont de retour, les gars. Les entreprises américaines sont de retour. Voilà, donc en fait, ça veut dire, ça résume clairement le Made in USA de Joe Biden à travers son plan qu'il a appelé l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire IRA. Il l'a mis en place en août 2022, c'est-à-dire qu'il l'a annoncé. Et en fait, ce plan, c'est de faire revenir en masse les entreprises américaines dans le territoire américain. Voilà. Donc, ce qui est déjà la première chose qu'il faut noter, c'est que Joe Biden est un démocrate. Les ennemis des démocrates, c'est Donald Trump en ce moment, d'ailleurs, il se tire dessus comme des fous, et Donald Trump est un républicain. Or, les démocrates ont passé la majorité de leur temps, pendant que Trump était président, à critiquer la politique républicaine de Donald Trump, qui était justement de faire America Great Again, c'est-à-dire rendre en fait le pouvoir économique aux États-Unis par la relocalisation des entreprises. Donc là, déjà, fait étonnant, les démocrates sont en train d'adopter une politique républicaine. Donc là, on rigole déjà, après avoir tapé autant de temps sur les républicains. Ensuite, autre chose, maintenant je vais vous dire qu'est-ce que c'est réellement ce plan. Donc déjà, il prévoit des aides aux Américains qui achètent uniquement des voitures électriques américaines. Donc merci pour les voitures électriques européennes, hein. On imagine le gros bras d'honneur voilà, à l'Europe. Ensuite, il est prévu à travers un plan de 1200 milliards de dollars de relocaliser les usines et les entreprises américaines sur le sol américain. Il prévoit également la création de centaines de milliers d'emplois dans les industries et les entreprises américaines. Maintien des tarifs douaniers instaurés par Trump, donc là intéressant également. Déjà à l'époque ça fait grincer les dents l'Europe, mais là en fait ils le maintiennent et voire même ils vont peut-être le durcir encore plus. Et ensuite, point très important au niveau géopolitique, il prévoit également de relocaliser et de produire les semi-conducteurs. Vous savez, parce qu'il y a une grosse pénurie en ce moment de semi-conducteurs à cause du Covid, justement. Euh, Au niveau des puces électroniques, en fait, dans les ordinateurs et matériels électroniques. Voilà. Et c'est pour ça que comme c'est Taïwan qui a la main mise sur la production mondiale de semi-conducteurs, eh bien, avec le danger et les tensions entre les États-Unis et la Chine, on a eu un petit épisode il y a quelques mois sur une possible escalade des tensions avec centralisation Taïwan justement entre la Chine et les États-Unis. Voilà. Et donc les États-Unis prévoient qu'un jour la Chine envahisse Taïwan ou l'annexe et donc prennent le monopole des semi-conducteurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils prévoient également en anticipation de rapatrier leurs moyens sur les semi-conducteurs. Et la preuve que ça a commencé déjà, c'est que là j'ai un tweet donc de Tim Cook, le PDG de Apple, qui a déclaré, donc hier je crois,
qui, ça y est, ils construiront les semi-conducteurs, les puces électroniques aux États-Unis pour la première fois depuis à peu près 10 ans. Voilà. Donc c'est en cours, ce plan Made in USA, rien ne va l'arrêter. Et en fait, l'objectif qu'il faut voir, c'est déjà d'une part, ils veulent recentrer l'économie sur les États-Unis dans un contexte, comme je vous le disais, mondial qui est totalement déstabilisé, mais déstabilisé par qui? Eh bien, justement par l'Occident, les États-Unis, et non pas par la guerre Russie-Ukraine, parce que ok, la Russie a attaqué l'Ukraine, on est d'accord, mais derrière la déstabilisation du monde, c'est pas la guerre Russie-Ukraine, elle était quand même enfin, était très localisée à la base, voilà. Mais l'Occident a réussi à mondialiser cet aspect-là. Donc bon, voilà. Et le deuxième objectif des États-Unis, c'est également de lutter contre l'inflation. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs appelé Joe Biden ce plan de relance l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire euh, le plan de réduction de l'inflation aux États-Unis. Voilà. Donc l'objectif là des États-Unis, c'est tout simplement de veiller à leurs intérêts. Tout simplement. Et donc, en fait, les partenariats, donc là, on a Emmanuel Macron qui est allé aux États-Unis, mais en fait, c'est que du pipeau, parce que les États-Unis, derrière, ils ont, ils veillent qu'à leurs intérêts, contrairement à nous, à l'Europe, qu'on semble vouloir s'ingérer dans tout pour le meilleur et pour le pire, pour aider maximum de personnes, mais résultat, on est en train de... enfin, ouais, on n'a plus d'énergie, bon, voilà. Donc maintenant, je vais parler des États-Unis et de la domination sur le bloc occidental, parce que effectivement, euh, faut voir maintenant qu'est-ce qu'en tirent vraiment les États-Unis de la déstabilisation de l'Europe, en, en comptant également la Russie, quoi. Eh bien, les grands gagnants, effectivement, c'est pas l'Europe, c'est pas la Chine déjà, puisque la Chine, en ce moment, elle fait face à une crise immobilière sans précédent, qui menace même son économie. Elle fait face également à la crise du Covid, parce que là, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur la Chine avec des policiers en combinaison qui forcent les gens à rester chez eux, qui les condamnent en soudant les portes pour pas qu'ils puissent sortir, enfin des images de fous. Et donc la Chine, elle a ses propres problèmes à gérer en ce moment. Ensuite, au niveau eh bien, de la Russie, de l'Ukraine, eux, ils font la guerre, donc déjà, ils sont forcément pas gagnants. Et ensuite, vous avez également l'Europe. Nous, je vais même pas vraiment en parler, j'ai déjà parlé, c'est une catastrophe. Et on a même les pays arabes aujourd'hui qui commencent à s'inquiéter, donc notamment la Turquie qui fait face également à une crise économique sans précédent au niveau de l'inflation, mais également d'autres pays arabes qui, eux, maintenant s'inquiètent des répercussions de l'embargo, cette fois sur le pétrole russe, sur les prix du pétrole. Parce que les pays arabes, on rappelle, il y en a beaucoup qui sont des exportateurs de pétrole et ils craignent une déstabilisation quand même euh, des marchés pétroliers au niveau mondial. Bon. Donc tout le monde est un peu inquiet. Et en attendant, les États-Unis, eux, ils font quoi? Eh bien, ils ont augmenté leurs exportations de gaz liquéfié vers l'Europe. Voilà, donc là, j'ai un article de BFM, crise énergétique. Les États-Unis ont promis de livrer 70% de gaz en plus à l'Europe. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, la Russie, à travers les sanctions, a été dégagée en tant que partenaire commercial principal énergétique de l'Union européenne, de l'Europe, et les États-Unis, qui ont tout fait pour alimenter les sanctions contre la Russie, à juste titre ou pas, hein, peu importe la moralité des choses, eh bien ils ont profité de cet aspect-là pour greffer à ce marché et en fait prendre la possession tout simplement entière du marché énergétique de l'Union européenne. Donc déjà, ils ont gagné une chose, c'est qu'ils vont augmenter les exportations de gaz liquéfié et de pétrole vers l'Union européenne, parce que maintenant il s'agit de pétrole, puisque l'embargo pétrolier enfin, russe est rentré en vigueur là, le 5 décembre, il y a une semaine. Ensuite, il faut rappeler également la chute des monnaies fiat qui a eu lieu également à la même période que Joe Biden a annoncé le Made in USA. Eh bien, on a eu la chute de l'euro de 20% par rapport au dollar et également de toutes les monnaies fiat quasiment dans le monde par rapport au dollar, simplement. Donc là, ça rappelle, effectivement, pour rappel, ce fait-là est possible, justement parce que les investisseurs perdent confiance dans la zone déstabilisée qu'est l'Europe et se réfugient dans la seule zone qui est encore à peu près au niveau occidental
stable, c'est les États-Unis. Et oui, parce qu'eux, ils n'ont pas de problème là-bas au niveau énergétique et l'inflation, eh bien, ils arrivent à la stabiliser de plus en plus aujourd'hui, contrairement à nous en Europe. Et effectivement, ils ont vu leur monopole commercial, que ce soit au niveau du dollar, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau commercial, augmenter de façon presque exponentielle, j'ai envie de dire, depuis la guerre Russie-Ukraine. Voilà. Donc, déjà, quand on lit juste avec la lecture des faits, sans extrapoler, partir dans des théories du complot, hein, bien sûr, mais juste par les faits, on voit que déjà les États-Unis, ils en tirent forcément avantage de cette guerre Russie-Ukraine, et plus elle dure, et plus ils arrivent à conquérir des marchés énergétiques vis-à-vis de l'Union européenne, déjà. Voilà, donc que ce soit au titre moral ou pas de se battre contre la Russie au niveau des sanctions économiques, eux, les États-Unis sont gagnants dans l'histoire. Donc, ils n'auront pas intérêt à dire à l'Union européenne, va vous arrêter du jour au lendemain. Ah ben non, nous on est gagnants de toute façon. Voilà, dans une démarche, comme je vous le rappelle, c'est pour ça que je parle du Made in USA, où ils privilégient quand même leurs intérêts, c'est visible. Parce que le Made in USA, en fait, pour donner un ordre d'idée, une conclusion, une phrase conclusion de cette vidéo, c'est simplement une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises européennes, simplement. Voilà. Donc, et dans une période où les alliés économiques, en plus c'est ça, vu on a des sorts qui sont intertwined, si je reprends les propos de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, entre la France et les États-Unis, eh bien, plutôt que de nous couler et de nous enfoncer nos entreprises européennes, ce serait plutôt le moment, au contraire, de nous aider et de favoriser la loyauté au niveau de la concurrence des entreprises entre elles au sein du bloc occidental. Or, c'est exactement l'inverse que viennent de faire les États-Unis. C'est pour ça qu'on peut quand même se poser des questions sur la suite des choses. Et donc, pour finir ma vidéo, j'ai juste une phrase à dire, c'est que le Made in USA, qu'il soit économique ou politique, est en train de ruiner l'Europe, tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a parlé, vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner également sur d'autres vidéos. Et puis sinon, eh bien, écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt et ciao.